Bon, bonjour Gilles-William Gollanen. Merci beaucoup d'accepter d'être reçu donc, par l'ICEP, parce que je représente l'ICEP aujourd'hui dans le cadre des conférences mensuelles que nous organisons. Alors à distance évidemment, parce qu'avec le Covid, eh bien, nous sommes tenus à des restrictions importantes. Donc on fait ça malheureusement en Facebook Live, mais c'est quand même un plaisir. Et, Partagé. merci. Et puis nous sommes aujourd'hui ensemble pour échanger sur une thématique d'actualité extrêmement grave et à la fois assez complexe, puisque on va pouvoir étudier le mouvement dit, le nouveau mouvement, le néo-antiracisme d'une certaine manière, c'est-à-dire le mouvement indigéniste, racialiste, qui a fait beaucoup parler de lui à travers le collectif Adama et les manifestations ces derniers jours. Et donc je propose qu'on puisse à la fois parler de la généalogie de ce mouvement, mais aussi de son, comment dire, de sa composition, des idées qui l'irriguent, et puis également tenter peut-être de déconstruire justement cette dialectique. Et aussi, j'aimerais parler de cette finalement facilité qu'ils ont à faire culpabiliser les Européens, les Français, jusqu'au gouvernement lui-même, et donc peut-être tenter d'expliquer d'où vient finalement cette culpabilité sur laquelle ils prospèrent. Voilà, donc simplement pour vous présenter rapidement, pour ceux qui ne vous connaissent pas, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup, vous êtes avocat, essayiste, vous êtes un avocat médiatique, et puis vous êtes surtout de ceux qui vous battez pour le pluralisme d'opinions, d'idées, notamment dans le service public. C'est un peu obsessionnel. Voilà, France Inter en particulier est l'objet de vos, voilà, de vos, pas attaques, mais en tout cas de vos remontrances régulières, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, première chose, sur la généalogie de ce mouvement, il semble que finalement ces mouvements dits indigénistes, décoloniaux, enfin il y a beaucoup de termes communautaires, soient d'une certaine manière un peu les enfants monstrueux des SOS Racisme, qu'ils aient tué le père. Est-ce que vous pensez que finalement ils sont une forme de dérive de cette gauche universaliste qui les a encouragés dans ce communautarisme? Finalement, est-ce que ça reviendrait, est-ce que ça aurait encore une antériorité plus large que ça? Écoutez, on ne peut pas découpler l'histoire du mouvement antiraciste de la psychologie générale de l'Europe et de son histoire. Moi, j'ai appartenu, on peut le dire, au mouvement antiraciste. Moi, j'ai connu, on va dire dans les années 70, le bon vieil antiracisme de papa. C'était en gros la LICRA et le MRAP. La LICRA étant elle-même l'héritière de la LICA qui existait avant-guerre et qui luttait avec un succès mitigé, comme vous l'avez vu, contre le nazisme. Donc en gros, il y avait la LICRA qui était plutôt socialisante et le MRAP qui était communisant. Et le racisme de l'époque, c'était notamment l'antisémitisme et les racismes comme par exemple le racisme anti-noir. L'antisémitisme de l'époque était très largement, il n'y avait pas encore eu les vagues d'immigration. Donc l'antisémitisme de l'époque, ça a commencé la LICRA vers les années 50, c'était un antisémitisme largement d'origine d'extrême droite, les reliques du pétinisme, et puis d'origine quand même catho de droite. Il ne faut pas oublier, moi j'ai connu ça, j'ai connu une période à l'école où on m'expliquait, c'était du temps où l'Église catholique, la pauvre, était encore en majesté, et où on m'expliquait que j'avais tué Dieu. Très clairement. Et donc, et puis aussi l'antisémitisme, on va dire, classique, le juif, avec son image. C'est un anti-judaïsme en fait, plutôt qu'un antisémitisme. Pas seulement. Il y avait l'anti-judaïsme d'origine chrétienne, avant que le pape Jean XXIII fasse le boulot, et le mythe du juif déicide, c'est terminé, et l'antisémitisme présentant le juif comme une sorte d'être veule, apatride, avare, pas très beau, enfin tout ce que vous voulez. Donc, oui, les caricatures qu'on a connues au XXe. Voilà. Alors, il faut reconnaître qu'Israël a détruit ce mythe-là et l'a remplacé d'ailleurs par un autre. On est passé d'un être vil et apatride à un nationaliste belliqueux. Donc, vous voyez,
le stéréotype a été renversé d'une certaine manière grâce au génie mutant de l'antisémitisme sur ses pieds. Bon. Donc ça a été la période, on va dire, classique de l'antiracisme de papa. Et puis, dans les années 70, et surtout 80, vous avez eu SOS Racisme. Alors, SOS Racisme, c'est un mouvement aussi socialiste, très socialiste, et même mitterrandien. Il a un aspect très politicien, puisqu'en réalité, il est créé on va dire par Mitterrand, pour pouvoir casser à jamais la droite. Il utilise l'antiracisme et il utilise, et d'une certaine manière aussi, il lui plaît, parce que Mitterrand était un machiavélien intelligent, pour favoriser aussi la montée de l'extrême droite, pour casser la droite classique. Alors, le problème, c'est que SOS Racisme a échappé un peu à son créateur, parce qu'il a été très vite impressionné, si j'ose dire, par les idées de mai 68. Et mai 68, c'était quoi? C'était nous sommes tous des juifs allemands, et c'était CRS-SS. CRS-SS, c'est très important dans la psychologie de l'antiracisme nouveau tel que SOS Racisme l'a développé, c'est-à-dire qu'on a nazifié la France. On a complètement nazifié la France. Et il faut comprendre, et c'est toute ma théorie, toute ma doctrine depuis des années, il faut comprendre que dans l'inconscient collectif, ça n'est pas neutre de nazifier la France, les Français et plus largement la population européenne. Pourquoi? Oui, parce qu'en plus, l'exploitation politique de la Seconde Guerre mondiale, elle est finalement assez tardive. Vous le dites dans les années 70. Bien sûr. C'est des débats et des accusations qui n'existaient pas, en fait, bien juste sûr, après la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, par un curieux paradoxe. Enfin, c'est un faux paradoxe, mais par un curieux paradoxe, les images qu'on a montrées en noir et blanc des camps de la mort, des Juifs sortant des camps de la mort dans les années à la Libération, n'ont pas imprimé dans le cerveau chrétien de l'époque, à la fois parce que l'Europe avait besoin de se reconstruire, sans doute, à la fois parce que les déportés ne voulaient pas tellement parler, à la fois parce que le juif était un peu exotisé, et curieusement, lorsque Hollywood s'en est mêlé, lorsque Holocaust, la série Holocaust, ou même des beaucoup plus brillants avec la liste Spielberg, à ce moment-là, d'une certaine manière, la Shoah a pénétré dans les cimetières, dans les chaumières chrétiennes. Ça c'est certain. Mais ce que je veux dire, pour en revenir au fantasme le plus puissant qui nous agite encore, c'est que je soutiens qu'il existe dans l'inconscient collectif, on va dire blanc, une honte très inconsciente, mais profonde, d'avoir en commun avec l'antéchrist nouveau, sur les ruines, dans un monde post-chrétien, très doloriste malgré tout, d'avoir en commun la même couleur de peau que l'antéchrist Adolf Hitler. Il faut reconnaître que Adolf Hitler, de manière assez bien persuasive, assez bien campée, campe tout à fait bien l'image du diable, l'image de l'antéchrist moderne. Et donc, je soutiens que beaucoup plus que le colonialisme, qui a été revisité à la faveur de l'antinazisme, devenu fou, eh bien, CRS-SS, ça n'est que la traduction d'une certaine manière de ce que je viens de vous dire. Donc si je comprends bien, vous êtes en train de nous dire que finalement, la culpabilité des Occidentaux, des Européens, des Français, sur laquelle évidemment prospèrent ces militants indigénistes, viendrait d'une certaine manière de la culpabilité en fait de la Shoah, de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui finalement leur donnerait une espèce de prédisposition à la contrition, à la honte. Et donc, ce qui n'est quand même pas complètement erroné. Je veux dire, nous sommes passés d'un excès à l'autre. Nous sommes passés quand même d'un moment où le blanc se vivait comme supérieur intellectuellement, moralement au noir, et au fait que c'est quand même la civilisation chrétienne au sens large, blanche,
qui a commis le pire des crimes. C'était un siècle athée, c'était le siècle athée, le XXe siècle. Sans doute. Mais ce ne sont pas des idéologies qui ont prospéré sur le christianisme. Bien sûr, mais c'était quand même dans un univers largement christianisé. Donc je veux dire, je vous parle en Comment termes... on sort de cette culpabilité alors du coup? Parce que la question, si vous dites que c'est justement justifié, alors certes partiellement, certes oui, voilà. Je vous dis simplement, moi je me souviens très bien, pardon de vous le dire, mais je me souviens très bien de la querelle que j'avais eue avec Oriana Fallaci quand je la défendais et qui était contre l'islamisme et même contre l'islam. Elle avait soutenu que la civilisation occidentale était supérieure à la civilisation orientale. Et j'avais plaidé, ça ne lui avait pas plu beaucoup, mais j'avais plaidé que c'est quand même la civilisation occidentale qui avait accouché d'Auschwitz. Bon, je veux dire, les choses sont quand même moins simples, et du coup, l'Occident, on a quand même perdu un peu de sa superbe. Mais ce que je veux dire, moi, peu importe, d'une certaine manière, je parle à l'inconscient collectif. Il est certain, et de manière totalement dévoyée, parce que nul dans notre civilisation d'aujourd'hui n'est responsable des crimes d'Adolf Hitler par voie héréditaire. Mais je parle dans l'inconscient collectif d'aujourd'hui, je soutiens que cette honte inconsciente d'avoir en commun la même couleur que l'antéchrist moderne et continue de prospérer, d'être utilisée et d'expliquer dans quelle sourde honte l'Occident se vit actuellement. Mais j'ajoute, pour être tout à fait complet, SOS Racisme et mai 68, c'est nous sommes tous des juifs allemands. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes tous des juifs allemands, c'est nous sommes tous des victimes. Il y a quand même le fait que la race humaine est quand même unique. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre des races. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le méchant, c'est vécu comme ça. Il y a le méchant nazisme, mais l'ensemble, par contre, de l'humanité, aucune race n'est quand même visée. On ne dit pas que les Blancs ont inventé quoi que ce soit. On reste malgré tout dans un univers non racisé. Et vous ne croyez pas que c'est simplement un modèle idéologique qui a glissé, c'est-à-dire qu'on est passé de la lutte des classes, finalement, à la lutte des races? Oui, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, je soutiens quand même que Dieu sait que je ne suis pas l'avocat de SOS Racisme, mais je soutiens quand même que dans cette période-là, au moins de manière extériorisée, il n'y a pas l'accusation d'une autre race. Il y a quand même. Oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'on défend, entre guillemets, les minorités, voilà, alors à tort, à raison, sur les discriminations invoquées, mais on n'accuse pas, on va dire, de manière systémique, la France, l'État en tant que tel. On n'est pas dans le culte, effectivement. Il n'y a pas une accusation sur privilège blanc. Il n'y a pas mais malgré tout, déjà fondamentalement, on peint malgré tout le français en Dupont-la-Joie franchouillard. Oui, c'est ça. Il y a quand même un mépris. Oui. Une sorte de mépris du français. Il y a quand même largement. Donc il y a la graine quand même. Elle a germé depuis. La graine a complètement germé. Bien entendu, il y a une sorte d'angélisation de la banlieue déjà et de diabolisation de ceux qui justement maltraitent les banlieues. Donc le verre déjà est dans le fruit qui n'est pas complètement mûr, et on a le travail qui a été fait. Et c'est ça qui est terrible. C'est pour ça que je pointe déjà la très grande responsabilité de l'antiracisme manière SOS Racisme. On a persuadé de bonne foi les jeunes des banlieues qu'ils étaient victimes d'un racisme de la part des autochtones franchouillards. Et il n'y a rien de plus facile, je vous prie de le croire, que de persuader quelqu'un qu'il est une victime. Mettez-vous à la place des jeunes des banlieues, on leur explique à longueur de temps que s'ils ne s'en sortent pas, c'est parce que les Français ne veulent pas qu'ils s'en sortent, que ce sont des affreux racistes, mais il faudrait être un saint laïque pour ne pas le croire. Et je n'en ai pas rencontré beaucoup. Mais l'ironie de l'histoire étant quand même que donc, ces gens qui se revendiquaient à l'époque, vous disiez socialistes, donc plutôt la gauche universaliste, oui, celle des droits de l'homme, oui, celle qui se revendique des Lumières, des socialistes de la Troisième République, voilà.
tous ces gens, en fait, précisément, sont en train d'être rejetés par ce mouvement-là, Bien sûr. parce que l'universalisme ne serait finalement qu'une manière, dans leur approche, hein, de dissimuler les discriminations, une manière finalement pour voilà, l'Europe d'imposer son modèle dominant, de refuser les communautarismes, de refuser les expressions des cultures minoritaires. Et donc ce serait une forme de racisme, c'est ça qui est drôle. Et d'ailleurs, ils veulent déboulonner Ferry, et ils veulent déboulonner les idoles de cette gauche-là. Bien sûr, mais vous remarquerez quand même que SOS Racisme, il y a une dérive de SOS Racisme. SOS Racisme, c'est même s'il est maintenant, comme ce sont des blancs, ils sont rejetés. Dominique Sopo a été rejeté, par exemple, à la manif Traoré. Mais ce que je veux dire, dans le discours maintenant de SOS Racisme, il y avait une amélioration avec Malek Bouti qui finalement ne dit pas beaucoup autrement que nous. Mais dans le discours de SOS Racisme d'aujourd'hui, eh bien, il n'est pas question de protéger un arabe chrétien comme Jean Messia quand il se fait traiter de chameau, ce qui est extraordinaire. Et il n'est pas question non plus de protéger un policier noir lorsqu'il se fait traiter de vendu à la manif Traoré. C'est-à-dire qu'il y a une dérive. Il y a une dérive de SOS Racisme qui est la dérive, en vérité, sociétale à laquelle nous assistons. Et puis il y a une incohérence, c'est-à-dire que d'une part, on explique qu'on est contre la racialisation du débat, la réduction de chaque personne à sa couleur de peau et la lecture par la couleur de peau, mais dans le même temps, ils adhèrent, ils alimentent finalement tout le discours sur les discriminations systémiques de l'État français, de la police, voilà. Alors j'attire votre attention sur un point fondamental. N'essayez pas d'avoir un discours rationnel ou de rationaliser sur un sujet éminemment névrotique. Il n'y a pas de place dans l'univers racialisé que nous connaissons aujourd'hui, ni à la logique, ni à la bonne foi. On est dans un domaine où la détestation, l'accusation et le préjugé sont rois. Alors c'est vrai, néanmoins, au-delà de la névrose, au-delà du fait qu'un certain nombre peut-être de jeunes se fassent embarquer parce qu'il leur apparaît comme être une cause, donc ce qui les ennoblit d'une certaine manière et les attire parce que leur donne une cause plus grande qu'eux à défendre, êtes-vous vraiment certain que tous ces gens qui sont à la manœuvre parmi les responsables ne sont pas des militants politiques qui au contraire ne sont pas dans l'irrationnel mais savent parfaitement où ils veulent aller, et je pense notamment au fait qu'on puisse voir une forme de parallèle, une forme de mimétisme entre ce que fait aujourd'hui la sœur d'Adama Traoré, sa rhétorique, ses arguments, son apparence, et les mouvements afro-américains qu'on a pu voir dans les années 60. D'ailleurs, Angela Davis est venue adouber la sœur d'Adama Traoré il y a quelques années de cela. Enfin, on a l'impression quand même que tout ça n'est pas si rationnel que ça et si peu pensé et réfléchi que ça. Même les gens à qui vous pouvez prêter des intentions machiavéliques sont mus eux-mêmes à leur corps défendant par une des raisons névrotiques. Il faut savoir aussi ce qui les agite, ce qui nous agite dans la trame de notre inconscient. C'est autre chose, mais je veux dire, aujourd'hui dans le mouvement antiraciste, je ne vois pas la place de la logique. Maintenant que nous vivions à l'heure américaine, que l'antiracisme lui-même soit la mode au sens le plus terrible du terme, que pour ma part, je n'ai jamais su différencier du totalitarisme orwellien ou du fascisme. Il n'y a pas de doute que Mme Traoré pense qu'aujourd'hui, ça soit effectivement plus bankable d'avoir une coiffure afro plutôt que le voile. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et qu'ils aient un agenda personnel et politique, il n'y a pas de doute. Mais je soutiens que ceux qui... Parce qu'il faut quand même rentrer maintenant si j'ose dire, dans la partie la plus dure qui soit. Qu'est-ce que je finis par dire? Qu'est-ce que je finis par dire lorsque je présente à la fois la sourde honte d'être blanc? Qu'est-ce que je finis par dire lorsque effectivement c'est ce qui les anime, c'est qu'il existe un racisme anti-blanc
qui est d'autant plus pernicieux qu'il est interdit d'être nommé, puisque le simple fait d'en parler est consubstantiellement raciste. Oui, c'est ce qu'ils me disent. Donc finalement, en dénonçant le racisme anti-blanc, vous êtes vous-même raciste. Oui, En réalité, non, mais vous avez un grand intellectuel de gauche, blanc, américain, qui s'appelle Marc Lilla, qui l'a expliqué très bien, que le racialisme obsessionnel et un racisme anti-blanc qui existe dans la société américaine a fait que beaucoup de blancs ont à nouveau une conscience chromatique qu'ils avaient heureusement perdue. C'est-à-dire que, évidemment, lorsque vous sentez, c'est un réflexe tout à fait normal, si j'ose dire, d'autodéfense naturelle et presque vitale, dès l'instant, même si vous ne vous viviez pas pardon, moi je ne vivais pas comme un blanc il y a quelques années, pardon, mais si vous êtes accusé, escalité, entre guillemets, de blanc d'être un privilégié et que vous considérez que c'est effectivement essentialisant, vous êtes obligé de vous essentialiser vous-même dans un réflexe d'autodéfense. Donc c'est ce racialisme anti-blanc. Alors je ne prétends pas que le racisme anti-blanc soit l'exact pendant du racisme anti-noir. Chaque racisme et l'antisémitisme aussi sont totalement différents. D'abord, ce qui est très fondamental, c'est que dans le racisme anti-blanc, il y a beaucoup de blancs. Je viens de vous expliquer pour quelles raisons. Certains blancs se sentent ou privilégiés ou honte au moins consciemment sont au flagelle. Mais sachez-le aussi, le racisme anti-noir existe aussi. Chez les Noirs, vous avez des Noirs qui pensent que parce que certains Noirs se conduiraient mal ou ont une criminalité plus importante, ils nuisent aux Noirs. Je veux dire, le racisme est une chose extrêmement bien partagée. Si on veut avoir une idée de l'équité dans le monde, on pense au racisme. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de mieux partagé que le racisme. Mais le paradoxe, c'est quand même, pour qu'on puisse en dire, que, a priori, l'Occident au sens large, mais l'Europe en particulier, fait quand même partie des continents du monde où on peut admettre qu'a priori, l'égalité des droits est proclamée et tente au mieux d'être appliquée, où la tolérance est quand même une culture de société qui est quand même bien assimilée. Voilà, on est en France l'un des pays qui accueille parmi les plus immigrés au monde. Enfin, je veux dire, globalement, c'est paradoxal qu'à la fois ce continent qui est probablement parmi les plus ouverts, les plus tolérants du monde et les plus équitables de ce point de vue-là, soit celui qui se batte la coulpe de manière la plus fervente. Je pense notamment à une déclaration de Madame von der Leyen, qui est la présidente de la Commission, qui a fait pendant 20 minutes un discours expliquant manifestement qu'il existait un racisme systémique en Europe qu'il fallait combattre, et qui finit en expliquant qu'il faut mettre des quotas de minorités dans l'armée, dans l'administration, enfin voilà, d'ailleurs c'est passé complètement inaperçu en France, mais pour vous dire jusqu'où va la logique et en quoi elle est très politique. Et pourtant ça n'est pas l'une des pires. Oui, mais ça a infusé jusque-là. Oui, c'est ce que je veux vous faire remarquer. Non mais vous n'avez pas tort. En vérité, c'est un faux paradoxe, parce que nous vivons sur la base de l'explication, vous n'êtes pas obligé de croire, mais à laquelle moi je crois, nous vivons les conséquences aujourd'hui d'une faiblesse et d'une honte profonde, et qu'il y a une très grande injustice à reprocher à l'Europe en général et à la France en particulier. Moi, c'est vrai que je vis très mal le fait de m'expliquer que ma police française soit une police raciste. C'est d'une injustice, c'est d'une injustice terrible. Lorsque l'on sait justement la capacité d'accueil, et même excessive, la capacité d'hospitalité dont on a fait montre en France, qui fait que la démographie a changé
et qui, en raison de cette démographie, fait que maintenant, le rapport de force aussi a changé. C'est une des conséquences, encore une fois, du terrible laxisme dont nous avons souffert. Nous n'avons pas été capables. Vous savez, nous sommes encore une fois passés d'un excès à l'autre. Il y a 100 ans, nous étions meilleurs que l'autre, et aujourd'hui, nous assistons à une dilection pour l'altérité par le truchement de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, dans cette dilection de l'altérité, évidemment, il y a un autoracisme en creux, nous vivons les temps de la névrose, je ne sais pas. Et donc ça c'est intéressant parce que vous êtes parmi les rares à aller sur ce sujet-là, donc la question aussi de la honte de l'occidental, de l'européen, mais alors quel rapport doit-on avoir avec cette histoire alors? Parce que finalement ce qui nous est reproché c'est d'être un État colonial, c'est d'être un État esclavagiste, c'est la collaboration à la Seconde Guerre mondiale. Parlons franchement. Comment devons-nous aborder cette histoire? Comment sortir les Blancs de cette culpabilité? Comment aborder les choses de manière nuancée? Que fait-on par rapport à ces statuts? Vous voyez, c'est un vrai sujet. Il faut être intransigeant. Il ne faut transiger sur rien. Moi, je ne transige sur rien. Je me vis aujourd'hui comme... Il y a l'intransigeance, c'est-à-dire sur la réalité des faits, oui, aussi de ces périodes, sur la nécessité d'apporter de la nuance. Pardon de le dire autrement, il faut être cash. Vous me rendrez justice que je ne nie pas les torts qu'a pu commettre l'Occident, mais en même temps, parlons de l'esclavagisme, par exemple. Oui, alors oui, il y a eu la traite transatlantique. Et donc, la France, effectivement, pourrait être l'héritière d'un passé esclavagiste. Mais les enfants d'esclaves, Elle fut un des premiers pays au monde à avoir aboli, s'il faut quand même le rappeler. Oui, non, mais c'est vrai, mais ça n'a... Mais c'est pas propre à la civilisation occidentale, c'est ça que vous voulez dire. Ah bah, je veux dire que ceux qui se vivent, ceux qui se sentent dans l'obligation, que je trouve pour ma part névrotique aujourd'hui, de se sentir comme des enfants d'esclaves, doivent à ce moment-là, dans cette perspective tout aussi névrotique, se sentir comme des enfants d'esclavagistes. Parce que l'intransigeance que je prône m'oblige à vous dire que les Noirs ont été très esclavagistes par rapport aux Noirs, et le monde arabo-islamique a été infiniment plus cruellement esclavagiste que le monde occidental. Il l'a été bien avant, il est resté, il le demeure quelquefois dans des enclaves encore aujourd'hui à l'égard. Il y a encore des millions d'esclaves aujourd'hui à l'heure actuelle. À l'égard des Noirs, des morts contre les Noirs, et je reproche un peu au monde noir de ne pas suffisamment s'en souvenir. Ils ont été infiniment plus cruels. On châtrait les esclaves, et les trois quarts en mouraient. En Europe, en France, toute l'histoire, toute la mentalité, je peux vous dire, chrétienne, a été agitée par la peur des razzias arabo-islamiques des esclaves. C'est pour ça que nous sommes allés en Algérie d'ailleurs à la base. Bien sûr. Pour mettre fin. Non mais c'est quelque chose. Nous vivons, je pense, le moment le plus tragique de la décérébration de l'être humain. Mais vraiment, le bain culturel ou inculturel dans lequel nous vivons depuis 50 ans a aboli même les racines culturelles historiques, les récits qu'on faisait encore dans les années 50. Si vous regardez les bandes dessinées des années 50, elles étaient emplies des razzias barbaresques sur les côtes européennes. Donc en fait, c'est pas le choc des civilisations, c'est le choc des incultures en fait. C'est le choc, si c'est l'inculture générale. Sur la déculturation, c'est bien pire. Vous savez, lorsque l'homo soviéticus lisait la Pravda,
eh bien, il lisait avec des pincettes, et donc il y avait, et en se bouchant le nez, il n'avait aucun risque d'être intoxiqué par les lettres de plomb. Lorsque, depuis, alors maintenant nous commençons à avoir le décodeur, grâce à Dieu, notamment grâce à Internet, et à ce que j'appelle la fâcheuse sphère. Mais, ça, du coup, ça a un aspect positif dans votre bouche. On dit le décodeur de la fâcheuse sphère. Mais bien sûr, parce que je me moque, si vous saviez à quel point, je me moque du terme fachosphère, ou facho, ou je ne sais pas quoi, on peut m'appeler comme on veut, mais ça n'a aucune espèce d'importance, et je n'ai pas l'impression de faire l'objet aujourd'hui, c'est pour ça que les gens ont le décodeur, d'une moquerie particulière dans l'univers médiatique. Ça ne marche plus si on est intransigeant. Il faut le savoir, si vous n'êtes plus honteux, ça ne marche pas. Il faut porter au contraire la honte vers l'indicible bêtise ou intolérance de l'autre. Mais ce que je veux dire sur la décérébration, pendant des années et avant que nous ayons le décodeur, il y a eu justement cette honte infusée, instillée, avec une piqûre, si j'ose dire, quotidienne, qui fait que, effectivement, vous avez une grande partie de la population qui est écervelée ou décérébrée et qui soit ne s'identifie plus, ne s'identifie pas à ce qu'elle est vraiment ou a honte de s'identifier. Et donc, dans le terrible combat culturel, parce que c'est un combat avant tout culturel, moi, que je mène, évidemment, il y a le combat contre la détestation par l'autre, même si je ne veux pas l'essentialiser, loin s'en faut, mais aussi par une partie de la population française qui a été martyrisée jusqu'à ce qu'on lui enlève une partie du cerveau. Et comment vous regardez cette espèce d'étonnante, mais qui ne date pas d'hier, convergence des luttes, pour reprendre un terme marxiste, qu'on pourrait requalifier aujourd'hui d'intersectionnalité, c'est les termes utilisés par ces courants, qui voudraient finalement qu'on retrouve dans tous ces groupes à la fois des indigénistes, des néo-féministes, parfois même des islamistes. Alors en l'occurrence, l'un des manifestement mentors de la sœur d'Adama Traoré est un homme qui a fait partie du mouvement islamique de libération. Enfin, quel regard portez là-dessus? Pourquoi? Il y a un ennemi commun? C'est quoi le... Oui, mais bien sûr. L'ennemi commun, c'est l'occidental, pour parler gentiment, et le mal blanc pour pouvoir répondre, y compris sur l'offensive du néo-féminisme. Et vous voyez bien que le néo-féminisme est loin d'être porté uniquement par des Noirs, des Arabes, des musulmans, et tout ce que vous voulez, on s'en fout. Mais vous voyez bien quand même que c'est l'ennemi commun dénominateur, si j'ose dire. Non, il n'y a pas doute, il n'y a aucun doute que si on veut essayer de comprendre ce qui nous arrive, on ne peut, la seule grille d'explication possible, c'est l'anti-occidentalisme pathologique. Oui. Et comment vous expliquez, sur la question justement, pour revenir à cette idée du privilège blanc qui est au cœur, qui recoupe cette culpabilité occidentale, qui voudrait dire que parce qu'on est blanc, je suis désolée, j'utilise le terme blanc, parfois ça choque les gens, parce que au prétexte que je dirais qu'on parle de blanc, j'adhérais à cette théorie racialiste, je tiens à préciser que ce n'est pas du tout le cas, et je pense que pour dénoncer les choses, il faut être capable de les nommer. Or, précisément, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais en l'occurrence, je vous laisse répondre peut-être. Pardon ? Vous voulez répondre ? Mais vous avez tellement raison, pardon de le dire, je viens, sauf à se condamner en se mettant, je ne sais pas quoi, une pierre sur la langue, à ne pas expliquer les choses. On est bien obligé de parler de racisme anti-occidental, on est bien obligé de parler de racisme anti-blanc, on est donc bien obligé, par la force des choses, mais ce sont les autres qui nous essentialisent, ce sont les racialistes qui nous condamnent à une manière d'autodéfense essentialisante. C'est ça qui est terrible. Moi, si j'ai un racisme, très sincèrement, puisque je pense que la race humaine, il n'existe qu'une seule race humaine, c'est contre la bêtise de la race humaine à laquelle aujourd'hui j'assiste
tellement navré. Ça oui, ça malheureusement, on doit s'interroger très sérieusement sur la capacité de l'homme de s'extraire de ses névroses. Ça oui. Arthur Koestler disait qu'il faudrait peut-être lobotomiser ou changer ou faire une opération sur le cerveau humain. Mais c'est vrai que vous savez très bien comment j'ai écrit après ma réflexion sur la question blanche où je parlais justement ce dont vous parlez, j'ai écrit un livre que vous avez rédigé qui s'appelle Sur la question blanche. Réflexion sur la question blanche où je traite à peu près de ces sujets-là. Ça, je l'ai écrit il y a longtemps déjà, il y a une dizaine d'années. Voilà. Des précurseurs là-dessus. Bref, j'ai écrit aussi Névrose médiatique beaucoup plus récemment, où je montre, je crois, que le phénomène de la foule médiatique remplace le phénomène de la foule physique, et à cause, j'ai dit du bien d'Internet, mais je dis aussi beaucoup de mal de groupes électroniquement reliés ensemble et qui fait foule, et qui fait qu'effectivement, nous sommes dans une période après MeToo et maintenant avec les retombées de l'affaire Floyd, évidemment, dans une véritable névrose médiatique. Et comment vous expliquez, parce que ça c'est un autre phénomène intéressant de la part de cette gauche qui est encore aujourd'hui dominante dans le monde politique, médiatique, intellectuel, people, voire parfois, l'abandon de la lecture traditionnelle de la sociologie par le biais justement de la culture ou de l'économique, vers justement une lecture uniquement raciale. Je m'explique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait avant une classe entre les dominants et les dominés, pour faire simple, c'était principalement une domination économique. Or, aujourd'hui, on a le sentiment que les gens seraient discriminés exclusivement du fait de leur couleur de peau. La vraie question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, un Français blanc, fils d'ouvrier dans la Creuse, a moins de chances d'être discriminé qu'une fille de l'élite africaine que peut être par exemple Sibeth Ndiaye, typiquement. Voilà, et ça c'est vrai qu'on a une espèce d'angle mort en fait finalement. Comment vous expliquez ça? Excusez-moi, on est tombé à bras raccourcis contre Manuel Valls, qui il y a 2 jours a expliqué qu'on est passé de la lutte des classes à la guerre des races. Alors, qui lui est cette gauche universaliste. Voilà, je pense que l'expression, je pense que la formule est un peu trop lapidaire. Il eût mieux fallu dire qu'on est passé, que la gauche est passée de la lutte des classes à la lutte des races, ce qui entraîne la guerre des races. Il est certain que quand on voit la nostalgie que nourrit légitimement Manuel Valls pour la manière dont la gauche universaliste se vivait, que je ne partageais pas non plus sur le terrain de la lutte des classes, mais qui avait au moins, qui était marxisante, mais c'était un moindre mal à mes yeux que, effectivement, quand on voit par exemple le mouvement des insoumis, quand on voit la dérive terrible d'un Mélenchon qui était complètement dans la lutte des classes, c'était un marxiste un peu hard, qui avait une vision universaliste de la lutte des classes, et ensuite, alors je ne sais pas... Électoralisme, peut-être? Pas seulement, je crains, pas seulement, pas seulement, je crains que le clientélisme servile à l'égard de l'islamisme est un peu court pour expliquer sa dérive mentale. Alors je n'ai pas d'explication concrète, mais lorsque je le vois, par exemple, pour prendre les exemples les plus récents, je le vois invectiver le grand rabbin d'Angleterre, qui serait responsable de la déroute de son ami, de son camarade antisémite Corbyn en Angleterre. Même le successeur, c'est pas Goldnadel qui le dit, le successeur de Corbyn au Parti travailliste a fait son mea culpa sur la dérive antisémite du Labour. C'est comme ça, pour les raisons qu'on vient de traiter. Et lorsque je vois... Donc, ce serait une forme d'antisémitisme un peu consubstantielle à la tradition de la gauche anticapitaliste, qui est contre le capital et la dénonciation du capital, et qui donc continuerait de vivre jusque-là. L'antisémitisme, qui a toujours existé à gauche, a muté en même temps que si j'ose dire, que le pseudo-antiracisme. L'antisémitisme traditionnel de la gauche
était un antisémitisme, on va dire, prolétarien. Mm. Le juif était vécu comme un bourgeois, comme il y avait une sorte de privilège juif. Il y avait aussi, évidemment, le côté nationaliste, ultranationaliste, tel qu'on a vu pendant l'affaire Dreyfus, et un Jules Guesde, d'une certaine manière, vous avez raison, électoraliste, qui considérait qu'il n'était pas question d'être Dreyfusard, parce qu'il ne fallait pas désespérer le prolétariat anti-juif. D'accord? Donc ça, c'est le vieil antisémitisme de Papa Marx, on va dire. Il y a des pages chez le juif antisémite Marx qui ne sont pas piquées des hannetons. Mais l'antisémitisme de l'extrême gauche a muté en même temps que l'antisémitisme tout court. Hein, et maintenant, tel qu'on le voit du côté de chez les Insoumis, vous avez un Jean-Luc Mélenchon qui invective le préfet de police lors de la manif Traoré. Le pauvre a eu le malheur de faire constater qu'il y avait eu des cris antisémites. Alors là, je vais aborder un sujet intéressant. Lors de la manifestation. Lors de la manifestation Traoré, mais permettez-moi ensuite de faire un point important. Je vous en prie, c'est votre conférence. Donc, c'est bien aimable. Donc, il invective monsieur le préfet l'allemand, parce qu'il a dénoncé, le préfet de Paris a osé dénoncer à la justice les cris d'anti-juifs qui ont été prononcés lors de Maïf Traoré, donc il aurait insulté l'antiracisme. Et Assa Traoré elle-même porte plainte contre le préfet. Bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas au nom de quoi, au nom de quel intérêt à agir, les manifestants. Dénonciation non mais l'avocat qui vous parle se perd un peu en conjecture pour savoir si Assa Traoré se considérerait comme partie prenante de tous les manifestants. Elle porte plainte contre moi aussi, donc je crois qu'on c'est de l'intimidation en fait. Oui, d'accord, très bien. Elle porte plainte contre moi et pourtant je suis celui qui a le plus parlé de la manifestation où il y a eu des injures antisémites pendant la manifestation. Mais c'est injurieux que de considérer comme antisémites des gens qui ne sont pas des Occidentaux. C'est consubstantiellement injurieux et consubstantiellement raciste. Vous comprenez pourquoi il y a une sorte de oui, ça veut dire qu'en fait, on ne critique l'antisémitisme que quand il viendrait de l'européen, mais pas quand il viendrait... Mais celui qui vous parle a tout entendu. Oui, un antisémitisme acceptable d'une certaine manière et insupportable de l'autre. Comment acceptable? Non, mais acceptable un antisémitisme sain, un antisémitisme obligatoire. Madame Buzyn a expliqué que Marine Le Pen n'était pas la bienvenue pour parler de la Shoah. Marine Le Pen avait considéré, s'était émue du sort des victimes de la Shoah. Madame Buzyn a la nostalgie du Front National, du temps où il n'était guère agréable pour les Juifs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un côté, névrotique. Cet antisémitisme-là est obligatoire, cette lutte contre l'antisémitisme-là, même lorsqu'il n'existe pas ou même lorsqu'il n'existe plus. D'accord? Comme sur le racisme, c'est pareil. Il faut continuer à le ranimer. Et comment mieux le ranimer que de souhaiter qu'à nouveau l'extrême droite redevienne ce qu'elle était. Bon. Qui évite de combattre un ennemi a tout intérêt à le laisser en vie. Sans doute, vous n'avez pas tort. Mais je voudrais insister sur un point important. Les cris anti-juifs qu'on a eus certains se sont posé la question, comment des gens, des soi-disant antiracistes qui étaient au sein de la manif Traoré, ont pu traiter de sales juifs les petits identitaires, les militants qui ont dérangé la banderole contre le racisme. De vous à moi, même venu d'un toit, j'ai du mal à considérer l'invective contre le racisme anti-blanc comme un sommet du racisme. Mais passons. En réalité, dans l'inconscient collectif, je vous l'explique très bien, c'est la mutation de l'image du juif. Le juif d'il y a 100 ans était considéré comme une manière de métèque. Céline le dépeignait avec des traits négroïdes. Celui qui vous parle était vécu comme un métèque. 100 ans plus tard, par le changement de ces stéréotypes, et notamment via l'image véhiculée par Israël, positive et négative. L'ancien
juif métèque, apatride et veule, est devenu un nationaliste c'est l'occidental qui se bat le plus avec bec et ongle pour un État-nation occidental. Du coup, il est passé du métèque à blanc au carré. Donc, ne vous étonnez pas si par un réflexe pavlovien, lorsque les gens de la Manif Traoré voient un occidental invectiver le racisme anti-blanc, il est vécu comme un juif, puisque le juif aujourd'hui est vécu comme un super blanc. Donc l'antisémitisme d'aujourd'hui, en réalité, dans ses effets les plus pernicieux, n'est que l'excroissance la plus hystérique et la plus dramatique du racisme anti-blanc. Moi, pourquoi j'ai vécu très vite? Pourquoi moi, mes deux familles, c'est qui? Ce sont, on va dire, ce sont les juifs de Sarcelles, quand ils existaient encore, avant qu'ils... Et les petits blancs des banlieues, qui sont les nouveaux juifs pour moi. Ce sont mes deux familles. Ce sont les deux pour lesquels je souffre, évidemment pour l'humanité souffrante, mais ce sont les deux qui me paraissent le plus en danger. Comment se fait-il qu'un juif comme moi, je peux vous dire que lorsque j'étais petit, lorsque j'entendais l'église sonner, ça me donnait le blues. Ça me donnait le cafard, tel que je vivais l'église catholique. J'ai signé, il y a 2 ou 3 ans, le manifeste pour les clochers dans valeurs actuelles, etc. Et pourquoi cette évolution-là? Mais parce que je vois... de la même manière que je n'ai pas de problème à critiquer la manière dont un certain christianisme m'a traité il y a 50 ans, moi, la manière dont l'Église maintenant en perdition est traitée, la manière dont les catholiques sont, pardon de défendre contre la maltraitance, la manière dont les catholiques, les chrétiens en France sont maltraités, mais me fait souffrir. Est-ce que c'est l'arrivée aussi sur le territoire de l'islam radical qui a contribué aussi à faire évoluer des consciences, avec précisément évidemment l'antisémitisme qui contient? Est-ce que ça a pu jouer? Écoutez, franchement, les islamistes radicaux, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais pas d'avoir vidé les églises. Ah non, mais c'est un autre phénomène en parallèle. Est-ce que ça a contribué aussi à faire évoluer parfois des consciences politiques? Mais vous voyez bien, pour reprendre ce que je vous dis, les consciences politiques, regardez la puissance. Moi, quand j'ai commencé à parler de l'antisémitisme islamique il y a 30 ans, je sentais le souffle. Je sentais le souffle. Y compris au sein de la communauté juive organisée, ça ne se disait pas. Oui, pourquoi d'ailleurs le CRIF continue d'être campé sur ses positions? Manifestement, ils sont très mal à l'aise vis-à-vis justement de tous ces phénomènes, ils ne les condamnent pas en bloc. Écoutez, comment vous expliquez ça? Il y a une lourde tradition historique du notable juif, d'être de l'establishment, d'être du côté du pouvoir, du côté du manche, d'être un peu dans une manière de crainte. Alors ils sont quand même... C'est social en fait. C'est un peu comme le bobo de centre-ville. Oui, voilà, c'est comme le bourgeois du 16e. Qui va faire Black Lives Matter. Voilà, je vous ai parlé du juif de Sarcelles, je ne vais pas parler de la bourgeoisie du 16e qui est un peu bobo, etc. C'est pareil, ne leur demandez pas d'être forcément intelligents, d'avoir pas... Non, mais c'est dommage, ils sont quand même censés... Ben oui, mais enfin moi... des représentants, ben oui, mais moi quand j'ai défendu... avec le pouvoir. Le premier article du Figaro que j'ai écrit, c'était pour défendre, et Dieu sait que je ne l'aimais pas, Giscard, lorsqu'il a dit que les Français vivaient l'immigration massive comme une invasion. Ben, je peux vous dire que je l'ai défendu et que je n'ai pas été en odeur de sainteté au sein de la communauté juive organisée. Inutile de vous dire que ça ne va pas beaucoup déranger. Inutile de vous dire aussi que maintenant, la base juive, elle est beaucoup plus du côté de Colonadel que du côté de ces gens-là. Elle a compris, mais elle a compris pourquoi. Je voulais finir ce que j'ai commencé à vous dire. Lorsque je dénonçais la montée de l'antisémitisme islamique, il y a 30 ans, les gens signaient. Mais la réalité, un temps est plus forte que l'idéologie. Après les massacres de juifs, après que Fofana tue Ilan Halimi, après que Mohamed Merah massacre des enfants dans une école juive, après l'hypercacher,
après les affaires dont je m'occupe, Sarah Halimi, toujours pas, toujours pas. Là, et regardez, je vous dis que la réalité est plus forte que l'idéologie. Mais très vite, l'idéologie reprend. Mais très vite. Moi-même, j'en suis même, je sais que je la connais bien, j'en suis moi-même surpris. Les cris antisémites. Dans mes pires cauchemars, je ne pensais pas que les cris antisémites entendus pendant la manif Traoré seraient autant tus, autant inaudibles. Très vite, à nouveau, l'idéologie, notamment médiatique, ce que j'appelle l'Église catholique, et ces petits clercs reprennent la main. Et ils ont une plus grande capacité nous avons, je pense, gagné la bataille des idées. Très sincèrement, lorsque je crains moins un mauvais article dans le Figaro que dans le Monde. Ils ont perdu beaucoup de capacités de nuisance intellectuelle, mais ils ont encore une très grande capacité à gagner la bataille de l'émotion. Via justement l'Église catholique, le pouvoir des images. Donc les médias, les médias. Oui, les médias dominants, on va dire. Et vous croyez Dieu pas, merci, il y a Internet. je vous emmène là-dessus parce que je pense que c'est un sujet important, mais vous ne croyez pas la question, peut-être n'avez-vous pas suivi, mais la question aussi de l'université. On parle du combat culturel au sens large. Est-ce que vous-même, vous avez déjà, par exemple, été interdit de conférence ou agressé ou critiqué lorsque vous avez été peut-être invité à une université? C'est des phénomènes récurrents. On voit bien que toute cette idéologie indigéniste, décoloniale, privilège blanc et compagnie sont aussi des choses qui sont en train de se développer de manière incroyable dans l'université française et les grandes écoles, et que la plupart d'ailleurs de nos élites, ils sont biberonnés en fait depuis leur plus jeune âge, et avec un sectarisme qui se développe, une autocensure de la part de ceux qui n'adhèrent pas, mais qui n'osent même plus finalement se débattre finalement, ou en tout cas se battre contre cela, une toute-puissance des syndicats étudiants, notamment de l'UNEF, qui sont parfois extrêmement agressifs, virulents, voire physiquement violents à certains égards. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu vous? Quel regard vous portez là-dessus? Je pense que le gauchisme culturel a colonisé, moi quand j'étais étudiant, déjà Vous étiez étudiant où, pardon? Panthéon, Sorbonne. Tolbiac, Panthéon. J'ai déjà, donc moi j'ai connu déjà la puissance dominatrice et violente du gauchisme culturel, il n'y a aucun doute. Alors il a évolué, moi de mon temps, c'était les maoïstes, c'était l'Huma Rouge, et c'était les trotskistes qui se divisaient entre les trotskistes un peu durs et les trotskistes un peu sympas à la Julien Dray. Mais ils tenaient déjà le haut du pavé. Et vous ne pouviez pas d'ailleurs, tenir librement des stands à Tolbiac, c'était pas possible. Vous ne pouviez pas non plus tenir une conférence. Tout de suite, il y avait une descente violente. Donc ça n'a pas changé. C'est le gauchisme culturel qui a changé. Enfin, maintenant, à la Sorbonne, une députée comme Danielle Obono, qui est députée de la LFI, qui est prof des indigénistes, eh bien elle est au conseil d'administration de l'une des unités de formation et de recherche au titre de personnalité qualifiée. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a une mainmise. Voilà, il y a une dérive du gauchisme culturel. Le gauchisme culturel à l'époque était sans doute un tout petit peu moins bas de gamme que Daniel Obono, il n'y a pas de doute. C'est une dérive, mais je veux dire, c'est la dérive du gauchisme. Finalement, il a muté. Mais ça, quand on dit la bataille des idées est gagnée, il faut quand même se poser des questions, parce que tous ces jeunes, qui sont d'ailleurs les plus sensibles, disons-le, à toutes ces pseudo-causes. Non, vous avez raison. Moi, je dis par exemple, si vous regardez les grands succès des essais, etc., quand vous regardez les choses, et aussi la manière dont nous pouvons maintenant exprimer librement nos idées, sauf évidemment, pardon d'y revenir, sur l'audiovisuel de service public, où nous sommes interdits. Je veux dire, attendez, ne croyez pas que je donne dans le triomphalisme. Personne ne peut me battre sur le terrain du pessimisme. Personne. Je crains personne. Mais cela étant, je vois bien que l'intelligence a totalement changé de camp.
je vois bien que l'adversaire a perdu tellement de sa superbe qu'il n'en devient que plus férocement méchant. Ça, il n'y a pas de doute. Mais c'est vrai que le rapport de force, en raison, encore une fois, de la colonisation par la gauche du service public, en raison de l'intolérance paie quand même malgré tout. En raison, vous avez raison, vous avez parfaitement raison du fait que le secteur de l'université, non seulement est inféodé à l'extrême gauche, mais également forme, je veux dire, la sociologie du journaliste, la sociologie du magistrat, telle qu'on peut le déplorer en regardant justement les effets de l'Église catholique ou lorsque, en regardant la manière dont la justice fonctionne ou plutôt ne fonctionne pas, eh bien, vous donne 1000 fois raison. Ceci étant, et encore une fois, je pense qu'on ne remerciera jamais assez la toile que d'avoir empêché l'occultation des faits qui les dérangent et des idées qui les ridiculisent. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et je profite du moment que vous me donnez pour saluer ce miracle total qui me fait recouvrer la foi, qui est l'annulation de la loi Avia par le Conseil constitutionnel. C'était un danger inimaginable pour justement l'expression de la liberté sur la toile, non pas parce que les plateformes tremblaient, les plateformes richissimes tremblaient à l'idée de payer une amende, mais parce que c'était une autorisation supplémentaire aux plateformes d'exercer un politiquement correct dans lequel ils excellent déjà. Absolument. Bon, bah, nous finirons alors sur cette bonne nouvelle de la censure du Conseil constitutionnel. Merci beaucoup pour votre temps, votre analyse. Je pense qu'on a bien décrypté ces mouvements et du coup de quoi s'y opposer. Les choses sont claires. Merci encore et puis bon courage dans la suite de votre combat culturel, politique, médiatique, notamment vis-à-vis du service public et pour la défense du pluralisme intellectuel. Merci beaucoup, Gilles-William Bonadel. Merci à vous.